Vicomte Charles de Foucauld. Reconnaissance au Maroc. 1883-1884. Ouvrage illustré de 4 photogravures et de 101 dessins d'après les croquis de l'auteur. Texte. Paris. Chalamel et compagnie éditeur. Librairie coloniale, 2 rue Jacob et rue Fürstenberg 3, 1888. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Au moment de livrer au lecteur le récit de mon voyage, lorsque les événements qui l'ont rempli, les travaux qui l'ont accompagné, passent ensemble devant mes yeux, que de noms, que de choses, que de sensations montent en foule à mon esprit. Parmi les souvenirs, ceci agréable, cela pénible que cet instant évoque, et l'on est un d'une douceur infinie, un devant lequel tous les autres s'effacent. C'est le souvenir des hommes en qui j'ai trouvé bienveillance, amitié, sympathie, de ceux qui m'ont encouragé, protégé, aidé dans la préparation de mon voyage, dans son accomplissement, dans les occupations qui l'ont suivi. Les uns sont français, les autres marocains, et l'on est de chrétiens et l'on est de musulmans, qu'ils me permettent de les unir en un seul groupe pour les remercier tous ensemble et les assurer d'une gratitude trop vive pour que je puisse l'exprimer comme je la sens. Que celui dont les savantes leçons ont préparé mon voyage, dont les conseils l'ont dirigé, dont la prudence en a organisé l'exécution, que M. O. Oscar McCarthy, président de la Société de géographie d'Alger, protecteur né de quiconque travaille pour la science ou pour la grandeur de notre colonie, reçoivent le premier l'hommage de ma profonde reconnaissance. Messieurs Monnoir et Duveyrier m'ont encouragé avant mon départ, accueilli à mon retour. Je leur dois la brillante distinction qu'à peine revenue, me décernait la Société de géographie de Paris. Je ne saurais assez les remercier de leur bienveillance. Haj Bourhim, Belkacem Hamouzi, qui m'avait, au risque de vos jours, protégé dans le danger, vous à qui je dois la vie, vous dont le souvenir lointain me remplit d'émotion et de tristesse, où êtes-vous à cette heure? Vivez-vous encore? Vous reverrai-je jamais? Comment vous exprimer ma reconnaissance et mon regret de ne pouvoir vous l'approuver? Enfin, que tous ceux que je ne mentionne pas, non par oubli, mais parce que leur liste serait trop longue, reçoivent l'hommage de toute ma gratitude. Vicomte Charles de Foucauld. Paris, octobre 1887. Avant-propos. À la veille d'entreprendre mon voyage au Maroc, se dressaient 2 questions. Quel itinéraire adopter? Quels moyens prendre pour pouvoir le suivre? La première question se résolvait naturellement. Il fallait autant que possible ne passer que par des contrées encore inexplorées. Et parmi celles-ci, choisir les régions qui, soit par leurs accidents physiques, soit par leurs habitants, paraissaient devoir présenter le plus d'intérêt. Partant de ce principe, je me décidai pour l'itinéraire suivant. Tanger, Tétouan. De là gagner Fès par une route plus orientale que celle suivie jusqu'alors. De Fès aller au Tadla en traversant le massif montagneux occupé par les Emour-Shlaha et les Ayanes. Parcourir le Tadla, gagner l'Oued Labid, passer à Demnat. Franchir le Grand Atlas à l'est des cols déjà explorés, gagner le Sahara marocain et en reconnaître autant que possible la vaste portion encore inconnue, c'est-à-dire le versant méridional du Petit Atlas et la région comprise entre cette chaîne, l'Oued Dra et le Sahel. Puis voir le haut bassin du Dra et les affluents de droite du Ziz. De là revenir vers la frontière algérienne en franchissant une seconde fois le Grand Atlas et en explorant le cours de l'Oued Mlouia, comme dernières étapes de Bdou, Oujda, l'Allamarnia. Tel fut le but que je me proposais. Restait la seconde question. Quels moyens employer pour l'atteindre? Faudrait-il se servir d'un déguisement? Il y avait lieu d'hésiter. D'une part, me donner pour ce que je n'étais pas, me répugner. De l'autre,
Les principaux explorateurs du Maroc, René Caillé, messieurs Rolfs et Lenz, avaient voyagé déguisés et déclaré cette précaution indispensable. C'était aussi l'opinion de nombreux musulmans marocains que je consultais avant mon départ. Je m'arrêtais au parti suivant. Je partirais déguisé. Une fois en route, si je sentais mon travestissement nécessaire, je le conserverais. Sinon, je n'aurais qu'à le jeter aux orties. Ce premier point arrêté, restait à faire un choix parmi les déguisements qu'on pouvait prendre. Il n'y a que 2 religions au Maroc. Il fallait à tout prix être de l'une d'elles. Serait-on musulman ou juif? Coifferait-on le turban ou le bonnet noir? René Caillé, messieurs Rolfs et Lenz avaient tous opté pour le turban. Je me décidai au contraire pour le bonnet. Ce qui m'y porta surtout fut le souvenir des difficultés qu'avaient rencontrées ces voyageurs sous leur costume. L'obligation de mener la même vie que leurs coreligionnaires, la présence continuelle de vrais musulmans autour d'eux, les soupçons même et la surveillance dont ils se trouvèrent souvent l'objet furent un grave obstacle à leurs travaux. Je fus effrayé d'un travestissement qui, loin de favoriser les études, pouvait y apporter beaucoup d'entraves. Je jetai les yeux sur le costume israélite. Il me sembla que ce dernier, en m'abaissant, me ferait passer plus inaperçu, me donnerait plus de liberté. Je ne me trompais pas. Durant tout mon voyage, je gardai ce déguisement et je n'eus lieu que de m'en féliciter. S'il m'attira parfois de petites avanies, j'en fus dédommagé ayant toujours mes aises pour travailler. Pendant les séjours, elle m'était facile dans l'ombre des Mellah. Note de l'auteur. Dans les localités marocaines où se trouvent des Israélites, ils sont confinés dans des quartiers spéciaux. Ces quartiers uniquement habités par des Juifs portent le nom de Mellah. Fin de note. Il m'était facile dans l'ombre des Mellah et de faire mes observations astronomiques et d'écrire des nuits entières pour compléter mes notes. Dans les marches, nul ne faisait attention. Nul ne daignait parler aux pauvres Juifs qui, pendant ce temps, consultaient tour à tour boussole, montre, baromètre et relevaient le chemin qu'on suivait. De plus, en tout lieu, j'obtenais par mes cousins, comme s'appellent entre eux les Juifs du Maroc, des renseignements sincères et détaillés sur la région où je me trouvais. Enfin, j'excitais peu de soupçons. Mon mauvais accent aurait pu en faire naître. Mais ne sait-on pas qu'il y a des Israélites de tout pays? Mon travestissement était d'ailleurs complété par la présence à mes côtés d'un Juif authentique, le rabbin Mardoké Abessorour, connu par son séjour au Soudan. Je l'avais pris à mon service et le gardai durant tout mon voyage. Parti d'Alger avec moi, elle y revint de même. Son office consistait d'abord à jurer partout que j'étais un rabbin, puis à se mettre en avant dans toutes les relations avec les indigènes, de manière à me laisser le plus possible dans l'ombre. Enfin, à me trouver toujours un logis solitaire où je puisse faire mes observations commodément, et, en cas d'impossibilité, à forger les histoires les plus fantastiques pour expliquer l'exhibition de mes instruments. Malgré tant de précautions, je ne prétends pas que mon déguisement ait été impénétrable. Dans les 4 ou 5 points où je séjournais longtemps, ni mon bonnet noir, ni mes noiver, note de l'auteur. Les noiver sont 2 longues mèches de cheveux que les Israélites marocains laissent pousser auprès des tempes. Fin de note. Ni mes noiver, ni les sermons de Mardoké ne servirent de rien. La population juive s'aperçut tôt ou tard que j'étais un faux frère, mais une seule fois, et pour des raisons toutes particulières, cela pensa me mettre en un sérieux péril. En général, les Juifs marocains, tous commerçants appelés fréquemment par leurs affaires soit dans des ports où ils trouvent nos consuls, soit en Algérie, ont avantage à être en bonne relation avec les chrétiens, surtout avec les Français. Aussi gardaient-ils religieusement le secret qu'ils avaient découvert. Rien ne transpirait hors du Mellah. Même avec moi, ils étaient fort discrets. Rien ne changeait dans leur manière, sinon qu'ils devenaient plus prévenants encore et plus disposés à fournir tous les renseignements que je demandais. Quant aux musulmans, il ne m'arriva que bien rarement de leur inspirer des soupçons. Il y a une portion du Maroc où l'on peut voyager sans déguisement, mais elle est petite. Le pays se divise en 2 parties. L'une soumise au sultan d'une manière effective,
Bled el-Makhzen, où les Européens circulent ouvertement et en toute sécurité. L'autre 4 ou 5 fois plus vaste, peuplé de tribus insoumises ou indépendantes, Bled Siba, où personne ne voyage en sécurité et où les Européens ne sauraient pénétrer que travestis. Les 5/6 du Maroc sont donc entièrement fermés aux chrétiens. Ils ne peuvent y entrer que par la ruse et au péril de leur vie. Cette intolérance extrême n'est pas causée par le fanatisme religieux. Elle a sa source dans un autre sentiment commun à tous les indigènes. Pour eux, un Européen voyageant dans leur pays ne peut être qu'un émissaire envoyé pour le reconnaître et vient étudier le terrain en vue d'une invasion. C'est un espion. On le tue comme tel, non comme infidèle. Sans doute la vieille antipathie d'Horace, la superstition, y trouve aussi leur compte. Mais ces sentiments ne viennent qu'en seconde ligne. On craint le conquérant bien plus qu'on ne hait le chrétien. Reconnaissance au Maroc. Première partie. Voyage. De Tanger à Meknès. Note de l'auteur. Les 3 villes que les Français appellent inexactement Fès, Mékinès et Maroc s'appellent Fès, Meknès et Marrakech. Nous écrirons tous les noms propres aux Marocains avec leur orthographe véritable, à l'exception de 3 auxquels nous conserverons celle qui depuis longtemps est adoptée en France, Tanger, Tétouan, Mogador. Nous nous servirons dans le courant de cette relation de plusieurs mots étrangers tels que Qaïd, Talb, Teghremt, Agadir, Shrif, Qsar, etc. Le singulier seul en sera employé afin de faciliter la lecture. Pour le pluriel, on se bornera à y ajouter une S. Nous dirons des Qaïds, des Talbs, des Teghremts, des Qsars, et non des Quyed, des Tolba, des Tegremten, des Qsour. Nous ne ferons exception à cette règle que pour 3 mots appelés à revenir très souvent. L'un, nom de race, les 2 autres, appellations par lesquelles les étrangers désignent des fractions de cette race. Ce sont d'abord Amazir, puis Shleh, qui veut dire Amazir blanc, et Hartani, qui veut dire Amazir noir. Nous dirons un Amazir, une Tamazirt, des Imaziren, un Shleh, une Shleha, des Shlaha, un Hartani, une Hartaniya, des Haratn. L'arabe qui se parle au Maroc est à peu de choses près celui de l'Algérie. Et l'on diffère que par une corruption un peu plus grande. Les mots étrangers y sont plus nombreux. L'accent présente quelques différences, dont la plus importante et la plus générale est que le djim se prononce simplement je. Ainsi l'on dit Jazair, Alger, Oujda pour Oujda. Quelquefois, la même lettre se prononce ge. Exemple, gaze, passant. Fin de note. Premièrement, de Tanger à Tétouan. Je débarquai à Tanger le 20 juin 1883 accompagné du rabbin Mardoquet. N'ayant aucune chose nouvelle à voir en cette ville, qui est connue par maintes descriptions, j'avais hâte de la quitter. Ma première étape devait être Tétouan. Je m'informai, aussitôt arrivé, des moyens de m'y rendre. Il y avait une journée de marche. De petites caravanes partaient quotidiennement de Tanger. La route était sûre. Inutile de prendre d'escorte. Je décidai le départ pour le lendemain. Malgré le peu de temps que je passais à Tanger, c'en fut assez pour que le ministre de France, M. Ordega, à qui M. Tirman, gouverneur général de l'Algérie, avait bien voulu me recommander, me fit avec une bienveillance et une bonne grâce sans égale préparer des lettres pour ses agents.
m'en fit donner une de Moulay Abdeslam, le célèbre chlif d'Ouazzane, ordonnant à quiconque était son ami de me prêter aide et protection, enfin me munit de toutes les recommandations qui pouvaient m'être utiles au cours de mon voyage. Et n'en fut pas une qui ne me servit par la suite. Aussi eus-je plus d'une fois à me souvenir avec reconnaissance de la sollicitude dont j'avais été l'objet. 21 juin 1883. Je quitte Tanger à 3 heures de l'après-midi. Ma caravane se compose de 6 ou 7 hommes, israélites la plupart, et d'une dizaine de bêtes de somme. Nous traversons d'abord une série de vallons bien cultivés, séparés entre eux par des côtes couvertes de palmiers nains. Vers le soir, on s'engage dans la vallée de l'Oued Mrah. Nous y cheminons durant le reste de la journée, au milieu de superbes champs de blé qui la couvrent tout entière. Nous nous arrêtons à 9h15 auprès de quelques huttes. Nous passons la nuit en ce lieu. La route, sur le jour, cesse de l'être au crépuscule. C'est le moment où les maraudeurs se mettent en campagne. Aussi ai-je vu, au coucher du soleil, des vedettes, armées jusqu'aux dents, se postèrent à l'entrée des villages auprès des troupeaux sur des tertres d'où elles surveillaient les récoltes. Les rôdeurs, surtout en Bled el-Makhzen, font une terrible guerre aux pauvres paysans. Leur rapine d'une part, les exigences du fisc de l'autre, lui laissent à peine, au milieu de ces belles moissons que je viens de traverser, de quoi vivre, misérablement. « 22 juin 1883. À 4 heures du matin, on se remet en marche. Nous ne tardons pas à entrer dans la montagne. Nous nous élevons d'abord par des pentes douces couvertes de bois ou de broussailles. Ce sont surtout des oliviers et des lentisques. Beaucoup de gibier, lièvres, perdreaux, tourterelles. À partir d'un fondouk, note de l'auteur. Les fondouks sont des sortes d'hôtellerie. Fin de note. À partir d'un fondouk devant lequel nous passons, le terrain change. Le sol devient rocheux, les côtes raides, le chemin difficile. Les arbres s'éclaircissent et sont remplacés par le myrte et la bruyère. À 6h30, nous atteignons le col. La descente rocheuse d'abord nous ramène ensuite dans une région boisée où la culture réapparaît dans les fonds. Peu à peu, les ravins s'élargissent, leurs flancs s'abaissent. Enfin, nous voici en plaine. Jusqu'à Tétouan, ce ne sont que larges vallées toutes couvertes de grands champs de blé s'étendant à perte de vue. Au milieu, des rivières roulent paisiblement leurs eaux limpides. À 9h30, nous voyons la ville. Elle se dessine en ligne blanche sur un rideau de hautes montagnes bleuâtres. À 11h, nous y entrons. Aujourd'hui comme hier, j'ai rencontré beaucoup de passants sur le chemin, surtout en plaine. C'étaient presque tous des piétons, paysans qui se rendaient aux champs, peu étaient armés, et il y avait un assez grand nombre de femmes. La plupart ne se voilaient pas. Hier, j'ai vu une grande quantité de troupeaux, beaucoup de bœufs. Ces derniers m'ont frappé par leur haute taille. Dans toute la route, un seul passage difficile, les environs du col. Sol en général terreux. Un seul cours d'eau important, l'Oued Bosfeha. Berges escarpées de 5 à 6 mètres de haut, eau claire et courante de 6 à 8 mètres de large et de 30 à 40 cm de profondeur. Lit de gravier. On le franchit sur un pont de 2 arches en assez bon état. Il ne faudrait pas conclure de là que les ponts soient au Maroc le moyen de passage ordinaire des rivières. Ils sont au contraire fort rares. Je ne pense pas en avoir vu plus de 5 ou 6 dans mon voyage. Je citerai en leur lieu ceux que j'ai rencontrés. Habituellement, c'est à Gué qu'on traverse les cours d'eau. Il est inutile, je pense, de dire qu'il n'y a point de route au Maroc. On n'y trouve qu'un très grand nombre de pistes qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, en formant des labyrinthes où l'on se perd vite, à moins d'avoir une profonde connaissance du pays. Ces pistes sont des chemins commodes en plaine, mais très difficiles et souvent dangereuses en montagne.
Deux choses surtout m'ont frappé dans cette première journée de voyage. D'abord l'eau fraîche et courante qui, malgré la saison, coule dans la multitude de sources, de ruisseaux, de petites rivières que j'ai rencontrées. Puis la vigueur extraordinaire de la végétation. De riches cultures occupent la majeure partie du sol, et les endroits incultes eux-mêmes sont couverts d'une verdure éclatante. Pas de plantes chétives, pas de places sablonneuses ni stériles. Les lieux les plus rocheux sont verts. Les plantes percent entre les pierres et les tapissent. Dans le prochain épisode, l'auteur entame sa reconnaissance du royaume en visitant deux villes dont l'une était connue par sa vive réticence envers les Européens. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être en rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.